Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 15h. Tout de suite, les sommaires. Journée mondiale des droits de l'homme sous le thème « Droits et devoirs toujours ». Ministère de l'Intérieur et HCR, un atelier sur le cadre légal de réfugiés. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. À l'instar des autres pays du monde, Djibouti a célébré la journée mondiale des droits de l'homme au Palais du Peuple. Cette journée avait pour thème « Nos droits, nos libertés, toujours ». Placée sous le haut patronage du président de la République, la cérémonie a vu la participation du Premier ministre, son Excellence Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Justice, Ali Farah Assoué, les membres du gouvernement, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ali Mohamed Abdou, les agences des Nations Unies, dont les représentants de la Fédération des droits de l'homme, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Mr. Tom Kelly, ont aussi participé à la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme qui se déroule tout le 10 décembre. Les hauts représentants civils et militaires et les représentants de la société civile du pays étaient présents lors de la cérémonie qui a vu la participation d'un invité de marque. Il s'agit du ministre norvégien. La journée a été commencée par un sketch, une scène des comiques où une femme s'empresse pour célébrer la journée mondiale des droits de l'homme et le mari pense plutôt à son paquet de cartes. Après la lecture du Saint-Coran, le président de la CNDH intervient et fait le point sur la campagne des droits de l'homme qui vise à promouvoir et sensibiliser sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. La journée a été marquée par des discours des personnalités politiques à la fois formelles et solennelles pour décrire l'évolution constante des droits de l'homme dans le monde et à Djibouti. Ces droits comprennent les droits d'avoir une éducation, de s'exprimer librement et de pratiquer la religion de son choix sans crainte de persécution. Cette année marquait également le 15e anniversaire de l'adoption du protocole de Palerme des Nations Unies qui vise à lutter contre la traite de personnes, une forme moderne de l'esclavage, l'une des plus ignobles violations des droits humains. À cet effet, permettez-moi de vous livrer le message du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Je cite: « Au moment où le monde est le théâtre d'atrocités à grande échelle et de violences généralisées, la journée des droits de l'homme devrait mobiliser une action mondiale plus concertée pour promouvoir les principes intemporels que nous sommes collectivement engagés à défendre. En cette année qui marque le 70e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, l'histoire du mouvement moderne des droits de l'homme, né de la Seconde Guerre mondiale, peut être une source d'inspiration. Le représentant du Haut Commissariat des droits de l'homme en Afrique de l'Est, M. Idrissa Kane, a délivré le message du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et M. Ali Mohamed Abdou, président de la CNDH, a précisé que la célébration de cette journée est consacrée au lancement d'une campagne qui marque le 50e anniversaire de deux pactes internationaux relatifs aux droits économiques et sociaux et le pacte international relatif aux droits civils et politique adopté le 16 décembre 1966. Il a aussi salué l'engagement constant du président de la République aux côtés de la CNDH depuis sa création, tout en précisant que le combat pour le respect de l'homme est un combat constant qui nécessite une large participation et spécialement la société civile. Ci-dessous, écoutons un extrait de leurs interventions. J'ai l'honneur et le privilège de délivrer la déclaration de son Excellence, M. Zeid Ra'ad Al-Hussein, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, à l'occasion de cette importante journée, la Journée internationale des droits de l'homme, et je cite:
À l'occasion de la journée des droits de l'homme de cette année 2015, nous souhaitons que le monde réfléchisse à ce que signifie la liberté. La liberté est l'idéal qui sous-tend ce que nous appelons désormais le droit international des droits de l'homme, soit les normes et réglementations qui protègent et garantissent nos droits. La journée des droits de l'homme 2015 marque le lancement d'une campagne d'un an qui célèbre le 50e anniversaire des 2 traités internationaux de défense des droits de l'homme, qui comptent parmi les plus anciens, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 10 décembre Journée des droits de l'homme en 1950 afin de promouvoir auprès de tout le peuple la Déclaration universelle des droits de l'homme, idéal commun à atteindre par tous et toutes les nations. La Journée des droits de l'homme 2015 est consacrée au lancement d'une campagne qui marque le 50e anniversaire de 2 pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels et le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966. Les 2 pactes, ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'homme, forment la Charte internationale des droits de l'homme, énonçant les droits civils, politiques, culturels, économiques et sociaux, qui sont les droits de tous les êtres humains. La campagne et les thèmes retenus cette année, nos droits, nos libertés toujours, visent à promouvoir et sensibiliser aux 2 pactes qui fêtent leur 50e anniversaire. La campagne, qui durera toute l'année, est centrée sur les thèmes de droits et libertés, liberté des paroles, liberté de culte, liberté des déplacements, de réunions, sur lesquels se fonde la Charte internationale des droits de l'homme. Ces droits et libertés sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient lorsque les pactes ont été adoptés. Quant à la Commission nationale des droits de l'homme, cette année après sa création, elle s'attelle avec abnégation à cette tâche au quotidien en dépit de ses moyens limités, avec les sentiments du devoir accompli et aussi avec l'espoir de faire encore davantage pour la promotion et la protection des droits à Djibouti, tout en sachant pertinemment qu'il reste encore beaucoup de chemins à parcourir et des conservatismes et mentalités à endiguer pour la plénitude des droits de nos concitoyens. Du haut de cette tribune, je tiens particulièrement à saluer l'engagement constant du président de la République en faveur des droits de l'homme à Djibouti et aux côtés de la CNDH depuis sa création, afin que les hommes et les femmes qui composent notre nation puissent jouir pleinement de leurs droits dans l'égalité, la liberté et la paix. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ali Farah Assoué, chargé des droits de l'homme, a indiqué que notre pays a toujours œuvré dans la protection et la promotion de l'homme. Ce respect des droits humains vont dans la droite ligne de la Déclaration universelle, a-t-il rappelé. Écoutons-les. À travers le monde, le 10 décembre est célébrée la Journée internationale des droits de l'homme. La République de Djibouti n'a jamais dérogé à cette célébration. Les droits de l'homme est l'idéal commun que doivent atteindre tous les peuples et toutes les nations. Les États membres de l'ONU ont toutefois la responsabilité première de protéger les droits fondamentaux de leur population. C'est pourquoi le gouvernement, quel qu'il soit, sont tenus de respecter et faire respecter l'exercice du droit, de protéger de sorte que nul n'entrave l'exercice du droit, de mettre en œuvre les mesures appropriées pour garantir le plein exercice du droit. Chaque année,
il nous appartient de réaffirmer nos valeurs humanistes, d'établir un diagnostic de la situation des droits de l'homme et de pratiquer et de proposer plutôt des actions à mener pour renforcer les acquis. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, notre pays est ouvert comme toujours, terre de rencontres et d'échanges, comme nous les affirmons souvent. Djibouti s'est soucié le début du sort de la population fuyant la guerre au Yémen et qui a trouvé refuge à Obok dans le nord de notre pays. Obok accueille une très forte population de réfugiés fuyant le conflit armé et en abandonnant tout ce qu'ils possédaient. En dépit de nos ressources limitées, nous nous efforçons de mobiliser tous les services de l'État pour accueillir, soulager et apporter le minimum à ces déplacés. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a dans son intervention rappelé les valeurs des droits de l'homme. Il a mis l'accent sur l'engagement du pouvoir public dans la réalisation des principes fondamentaux des droits humains. Nous l'écoutons, il s'est exprimé en ces termes. C'est à la fois un plaisir et un honneur pour moi de célébrer avec vous c'était un événement qui nous tient particulièrement à cœur, un événement qui se répète chaque année et qui donne la date, dont la date a été choisie pour honorer l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le thème choisi cette année, comme l'ont souligné tous les intervenants qui ont précédé, s'intitule « Nos droits, nos libertés, toujours ». En effet, les droits de l'homme sont notre apanage à tous et en toutes circonstances, que nous soyons, quelle que soit notre origine, notre classe sociale et nos opinions. C'est une question de justice pour les individus, la stabilité pour les sociétés et les progrès pour le monde entier. C'est la raison pour laquelle j'exhorte l'ensemble de nos concitoyens et les pouvoirs publics à s'impliquer davantage et à concrétiser les idéaux et les valeurs des droits de l'homme. Aussi, pour ne pas être juge et partie, nous avons décidé d'agir par l'intermédiaire des mécanismes et institutions nationales en leur confiant les missions de promotion et de protection des droits de l'homme et de défense des citoyens. C'est là le rôle primordial de la Commission nationale des droits de l'homme qui s'acquitte de sa tâche au quotidien sans complaisance ni zèle et en toute indépendance et conformément aux principes de Paris. Nous ne ménageons d'ailleurs aucun effort pour la réalisation pleine et entière des droits de l'homme dans notre pays où les progrès constants réalisés en matière de droits de la femme et de lutte contre la pauvreté pour le développement social illustrent, s'il en est besoin, de notre engagement en faveur de la démocratie et des droits humains en général. Poursuivant son intervention, le Premier ministre a rappelé que nul ne pouvait se prévaloir des violations des droits de l'homme alors que l'on sème les ordres et se livre à des actes réprimés par la loi. Tous les citoyens sont tenus par le respect des droits humains, a-t-il souligné. Nous vous proposons de l'écouter à nouveau. Qu'il me soit permis de souligner que le respect des droits de l'homme ne s'accorde nullement avec le désordre et les actes répréhensibles qui ne sont pas acceptés parce qu'ils sont absolument contraires aux droits humains. Lorsque des mercenaires à la solde de l'Érythrée imposent des rafles et emprisonnements à des jeunes hommes transformés en enfants soldats, s'il s'agit bien d'actes dégradants qui violent les droits humains dans leur essence, même si ce pays est en dehors de la normalité. Que dire de cette opposition qui refuse de respecter toutes les lois de la République? Que dire de cette opposition qui veut saccager tout sur son passage, y compris les libertés publiques? En fait, en s'attaquant aux lois fondamentales de la République,
l'opposition démontre sa véritable ambition, saper la paix civile, défaire le concorde national et détruire les progrès accomplis. Eh bien, nous disons non. Cette journée solennelle de célébration des droits de l'homme et humain, le respect des droits et des libertés s'impose à tous. Personne ne peut y déroger. Aussi, il est de la responsabilité du gouvernement de sauvegarder les libertés publiques de circulation des hommes et des biens dans notre pays. Il s'agit d'un droit humain intangible que nous devons tous respecter et scrupuleusement pour le bien-être et le progrès de notre peuple. Célébrer cette journée ensemble constitue un devoir auquel nous devons tous souscrire sans ménager nos efforts. Aussi, permettez-moi de féliciter les membres de la CNDH et leur président pour le travail remarquable qu'ils mènent en faveur des droits de l'homme et au service de leurs concitoyens. Je voudrais les assurer du soutien du gouvernement dans tous les domaines pour appuyer les efforts de progrès dans la promotion et de la protection des droits de l'homme, car la défense et le respect des droits de l'homme seront toujours des réalisations communes. En marque le journal, lors de cette cérémonie, nous avons recueilli quelques réactions des participants et le représentant de la famille et de justice. Aujourd'hui, à l'instar du reste du monde, Djibouti célèbre la Déclaration universelle des droits de l'homme et également le 50e anniversaire des pactes pour les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année, le thème retenu, c'est nos droits, nos libertés toujours, c'est-à-dire tous les droits économiques et sociaux, culturels, ainsi que les droits civils et politiques doivent être respectés et les faire prévaloir, en même temps les faire respecter. L'intitulé de ce matin, c'était « Nos droits, nos libertés, toujours ». Et c'est le principe même des droits de l'homme. Droits et libertés, toujours. Tous les jours à Djibouti, les droits sont... Il est pourvu par les services publics, santé, justice, éducation, à la satisfaction des besoins liés aux droits qui découlent des droits des citoyens à Djibouti. Pour ce qui est des libertés, l'obligation dans un état de droit, c'est garantir l'exercice plein et entier de ces libertés. Autre nouvelle du pays, à l'invitation du garde des Sceaux, ministre de la Justice, le secrétaire d'État du Royaume de la Norvège en charge de la justice et de la sécurité publique séjourne à Djibouti du 9 au 11 décembre 2015. Le secrétaire d'État de la Norvège est arrivé hier matin dans notre pays. M. Göran Kalmyr a été convié pour assister ce matin à la cérémonie relative à la Journée internationale des droits de l'homme. Cérémonie placée sous le haut patronage de son Excellence, M. le Premier ministre. À l'issue de cette grande cérémonie, les premiers ministres M. Abdelkader Kamel Mohamed et le ministre de la Justice Ali Farah Assoué, ainsi qu'en présence de M. le secrétaire général du Premier ministre, recevaient la délégation norvégienne à la primature. Le secrétaire d'État à la Justice et la sécurité publique de la Norvège, son Excellence M. Göran Kalmyr, était accompagné au cours de cet entretien d'une délégation composée de l'ambassadeur M. Morten Aslad, conseiller principal du ministre des Affaires étrangères, de M. Knut Felberg, directeur du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, de l'ambassadeur de la Norvège accrédité à Djibouti, son Excellence M. Andreas Gader, et enfin de M. Tommy Wold, attaché spécial de l'ambassade de Norvège. Pour la partie djiboutienne, outre le Premier ministre, le ministre de la Justice, le secrétaire général de la primature, le secrétaire général du ministère de la Justice, la conseillère principale du ministre de la Justice chargée des relations internationales et le directeur de la communication du ministère de la Justice l'a composé. Le Premier ministre a remercié la délégation norvégienne de sa présence dans notre pays. Les discussions ont porté en priorité sur les problèmes liés à la sécurité, à la gestion de flux migratoires clandestins et de réfugiés, de la gestion et des difficultés que cela engendre, car peuvent s'initier des éléments terroristes. Les premiers ministres rappelaient
a rappelé que notre République, compte tenu de ses positions internationales, surtout dans la résolution des problèmes de la Somalie et de la forte présence du contingent militaire étranger, USA, France, Italie, Japon, était l'objet de diverses menaces terroristes constantes, que la sécurité était la priorité du gouvernement de la République de Djibouti, que tous les moyens étaient mis en place afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes, poursuivait le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice a affirmé à la délégation norvégienne que le gouvernement était ouvert à toute proposition de coopération entre les deux nations, exemple dans le domaine du renseignement. Prenons la parole à son tour, le ministre norvégien remerciait chaleureusement les autorités djiboutiennes pour l'accueil privilégié qui lui a été réservé, notamment concernant la sécurité de sa délégation et lui-même. En outre, il a affirmé que le royaume de la Norvège souhaite nouer de relations étroites avec la République de Djibouti concernant le sujet développé autour de cet entretien. Le royaume de la Norvège est concerné à plus d'un titre dans la lutte contre le terrorisme, la gestion des flux migratoires et des réfugiés. Au plan économique, les intérêts norvégiens sont également concernés car c'est une zone commerciale hautement stratégique par où transitent les biens destinés à son pays. Il a été convenu entre les parties de se revoir pour mettre en œuvre les projets de coopération entre les deux nations. À la fin de l'entretien, le ministre norvégien offrait des présents à monsieur le Premier ministre et à monsieur le ministre de la Justice. La délégation norvégienne était invitée par le ministre de la Justice et le Premier ministre à déjeuner en compagnie de plusieurs membres du gouvernement et de hautes autorités publiques. Il a noté que les secrétaires d'État à la justice et à la sécurité publique de la Norvège, son Excellence M. Göran Kalmyr et sa délégation se rendront au camp de réfugiés d'Ali Adé. Toujours dans les nouvelles du pays et toujours à la primature, son Excellence M. le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui le 9 décembre 2015 à 11h la visite de l'ambassadeur de la République de Turquie, M. Sadi Altinok, nouvellement accrédité en République de Djibouti. Il a souhaité la bienvenue aux diplomates en soulignant l'excellence de relations de coopération entre la République de Djibouti et la Turquie, qui a en peu de temps est devenu un partenaire privilégié de notre pays, a précisé le Premier ministre. Il a en outre insisté sur les liens historiques entre la Turquie et la Corne d'Afrique qui constituent les fondements de nos liens privilégiés avec la Turquie qui intervient, a-t-il dit, dans des secteurs clés de l'enseignement supérieur et de la santé, entre autres domaines. Il a donné aux diplomates l'assurance que le gouvernement de la République sera à ses côtés pour l'assister dans sa mission. Aussi, il lui a renouvelé ses mots de bienvenue, lui déclarant que sa porte lui était ouverte. Le diplomate turc a tout d'abord remercié les premiers ministres pour cette réception et pour ses mots d'encouragement et de bienvenue. Il a en outre exprimé son enthousiasme quant au renforcement de relations entre les deux pays. Il a indiqué que son prédécesseur a effectué un travail de valeur avec les autorités des deux pays, travail qu'il poursuivra sans relâche. Il a l'ambition, a-t-il dit, de multiplier ses efforts dans la consolidation de relations entre les deux pays sur le plan culturel, politique et économique. Les diplomates ont en outre insisté sur l'importance de relations bilatérales entre les deux pays. Il a émis son souhait que les deux pays mettent en place une instance de suivi de la coopération de haut niveau, c'est-à-dire ministérielle, pour accroître les échanges à travers un mécanisme régulier et performant. Selon le diplomate turc, un tel mécanisme djibouto-turc peut servir d'accélérateur pour cibler les domaines de coopération en lien avec les besoins de deux pays et ainsi répondre au mieux aux opportunités de nos deux pays, a-t-il souligné. L'ambassadeur a aussi exprimé l'intérêt d'une coopération bilatérale renforcée dans divers domaines tels que le port, l'aéroport, les géothermies, la sécurité interne, tout cela afin de démontrer la volonté de Turquie à élargir ses échanges avec la République de Djibouti. Il a renouvelé son remerciement au Premier ministre pour ces échanges d'un grand intérêt pour les deux pays.
Un atelier sur la protection des réfugiés à Djibouti s'est tenu ce matin à Djibouti, place Kempeski. Cette réunion a vu la participation du ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed, le secrétaire exécutif de l'ONARS Hussein Hassan Darar, le représentant du HCR à Djibouti, Bol Dentorum. Cet atelier avait pour but de présenter les cadres juridiques relatifs à la protection et à l'assistance de ces personnes vulnérables à Djibouti. Cette réunion constitue le lancement du processus d'élaboration du projet de loi nationale sur l'asile en République de Djibouti. Rappelons que cet atelier a pour mission de s'inscrire dans la feuille de route de l'ONARS, qui est une institution qui œuvre depuis sa création en 1978 à la protection des réfugiés. Il faut savoir que la République de Djibouti a toujours été une terre d'asile pour les milliers de personnes fuyant les guerres. Plus généralement, l'élaboration et l'adoption d'une loi nationale sur les réfugiés permet à notre pays de mieux se former, de se conformer plutôt aux dispositions de la Convention de Genève sur les réfugiés, invitant les pays membres à produire leur propre loi sur l'asile. Le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, a dans son allocution rappelé que la République de Djibouti a déjà mis en place des cadres juridiques et institutionnels pour gérer l'assistance et la protection des réfugiés. Sur le plan international, la République de Djibouti a également adhéré à la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951 et à la Convention de 1969 de l'Union africaine régissant des situations des réfugiés en Afrique. Mesdames et Messieurs, l'atelier que nous inaugurons aujourd'hui vise à poser le cadre d'élaboration d'un projet de loi national pour la protection des réfugiés à Djibouti. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a dans son discours mis en exergue la politique du gouvernement sur la protection des réfugiés. Je vous propose d'écouter les propos du ministre. La République de Djibouti a toujours été une terre d'asile pour les milliers de personnes fuyant les guerres et les perquisitions dans leur pays. À l'instar des réfugiés somaliens, éthiopiens et érythréens, dont certains parmi eux vivent en République de Djibouti depuis plus de 25 ans, l'afflux récent des réfugiés en provenance de Yémen depuis le mois de mars dernier constitue un exemple de la politique en matière d'accueil et d'assistance menée par notre gouvernement vis-à-vis des réfugiés et des demandeurs d'asile, et c'est en conformité avec ces engagements par rapport aux instruments juridiques internationaux dont notre pays est signateur, notamment la Convention de Genève de 1951 sur le statut de réfugié et la Convention de l'Union africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Le travaux d'un atelier de formation sur l'utilisation des tablettes à l'équipe d'encadrement et enseignants de la classe de première année dit primaire de Djibouti s'est clôturé aujourd'hui au CFF, Centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Cet atelier de 2 jours a permis aux participants de se familiariser à l'utilisation de tablettes numériques en classe. Plus de 200 personnes composées des conseillers pédagogiques, des directeurs d'école et l'ensemble des enseignants de première année de la base de Djibouti ont abordé au cours de ces 2 jours des formations de thèmes comme les caractéristiques des tablettes, explorer avec les formateurs les applications et les études éducatives contenues dans les tablettes, mais aussi travailler sur les applications Dreams qui sont des jeux ludiques qui permet à l'enfant d'aiguiser sa curiosité et favoriser son éveil. Les équipes d'encadrement et les enseignants des premières années ont travaillé sur l'offre pédagogique, les fiches pratiques et une simulation des activités pédagogiques exploitables en classe avec ses élèves. Enfin, le thème sur les consignes et la sécurité ont été abordés pour la préservation et inculquer les attitudes responsables quant à la gestion de ces outils numériques. Les travaux de l'atelier se sont clôturés avec la présence
présence du secrétaire général M. Haroun Omar Aden et des hauts cadres du MENFOP OCFF, dans les mots de clôture du directeur général du CRIBEN, Saïd Nour Hassan, a rappelé aux enseignants ainsi qu'aux directeurs d'école et conseillers que leur implication dépend de la réussite de ce projet, une tablette pour enfants, par enfant plutôt, et que chacun et chacune doit maîtriser cet outil pour un meilleur usage en classe. Quant au secrétaire général, il s'est dit confiant sur le résultat de ces 2 jours de travaux. Il a exhorté aux participants de s'impliquer pleinement à ces projets, mais aussi de prendre soin de ces tablettes une fois dans leur classe, rappelant que dans le cadre de ces projets, ces tablettes seront aux mains des élèves de première année dans toute l'école du pays la semaine prochaine. Porter un livre trop lourd sur son sac, elle est vraiment portatif et facile à manipuler avec les élèves. Je vois qu'aujourd'hui, de ce millénaire-là, les élèves sont beaucoup plus expérimentés que nous sur les écrans tactiles comme dans le téléphone. Je suis maman, j'ai des enfants et machallah, les élèves, ils sont intelligents à pouvoir manipuler les tablettes et elles sont vraiment solides, elles ne pourront pas se casser grâce à la couverture caoutchouc que portent ces tablettes-là. Aucune crainte, Inch'Allah, les enfants se sentiront épanouis, responsables et il n'y aura pas les débordements que nous avons tendance à avoir chaque jour dans les classes de première année qui sont difficiles à maîtriser. C'était donc une enseignante bénéficiaire de cet atelier. Toujours dans les nouvelles du pays, voilà que depuis presque 2 mois, 3 jeunes sillonnent les régions d'intérieur à la rencontre de la population afin de recueillir leurs doléances qui seront transmises au président de la République dans son livre d'or. Il s'agit d'Aramis, Ziad et Mokhtar, 3 jeunes qui ont en effet entrepris une démarche insolite et en même temps intéressante. Depuis le 1er septembre, ces jeunes se déplacent de ville en ville et de village en village à la rencontre des populations. Ils se sont rendus déjà dans 4 régions, Tadjoura, Dikil et Dobok, et Arta. Ils ont sillonné l'arrière-pays. Les 3 jeunes qui se sont rencontrés par l'intermédiaire des réseaux sociaux précisent que leur démarche est apolitique et a pour objectif de se rendre compte des conditions dans lesquelles vivent leurs concitoyens. Les populations qui l'ont rencontré étaient satisfaites de l'initiative de ce jeune. Ces derniers récoltent les doléances des populations tout en se rendant compte de leurs conditions d'existence. Au programme de leur prochain déplacement prévu pour le mois de décembre, les régions d'Ali-Sabié et de Djibouti-Ville. Les 3 jeunes notent et enregistrent les attentes et les demandes des populations rencontrées dans un livre d'or qu'ils entendent remettre au président de la République pour les sensibiliser et l'alerter sur les préoccupations réelles de leurs concitoyens, soulignant que les 3 jeunes à l'origine de cette belle initiative de démocratie participative compte aujourd'hui intéresser d'autres jeunes à l'ère de marche. Actualité à l'étranger, à présent, des représentants des factions apolitiques et des groupes armés de l'opposition syrienne ont ouvert des discussions hier à Riyad pour tenter d'unifier leur position en vue d'éventuelles négociations avec le régime de Damas. Une centaine de délégués étaient rassemblés jusqu'aujourd'hui à huis clos dans un grand hôtel du Riyad placé sous haute surveillance. En les accueillant, le ministre saoudien des Affaires étrangères Abdel Jubeir a salué ce large rassemblement de l'opposition syrienne sans précédent depuis le début de 2011 du conflit qui a fait plus de 2500 morts et poussé à l'exode des millions de personnes. La réunion de Riyad se déroule avec une large participation des groupes d'opposition de l'intérieur et de l'extérieur de la Syrie, a indiqué l'agence saoudienne. En sont exclus les organisations qualifiées de terroristes comme les djihadistes rivaux des groupes État islamique et du Front al-Nusra, la branche syrienne Al-Qaïda. Les groupes kurdes n'ont pas été invités et organisent en Syrie une réunion parallèle avec d'autres groupes de l'opposition. Une source de l'opposition syrienne a indiqué dans l'après-midi à l'AFP que les discussions s'est passées bien et que les positions étaient proches. Khalid Khoja, le chef de la coalition nationale, principale composante politique de l'opposition syrienne basée à Istanbul, s'est quant à lui déclaré optimiste quant à un accord sur la formation d'une équipe de négociation et sur le principe devront guider ces négociations avec le régime de Bachar al-Assad. Le président de la COP21, Laurent Fabius, a dévoilé un nouveau projet de texte d'accord à la conférence sur le climat à Paris mercredi. Rien n'est encore réglé tant les points des désaccords
sont encore nombreux. Après les grands discours des chefs d'État la semaine dernière et l'espoir d'arriver à un accord ambitieux sur le climat, voici venue la dernière ligne droite. Laurent Fabius, président de la COP 21, a reçu le texte final qui devait servir de base à l'accord mercredi 9 décembre à 15h. Preuve de tension entre négociateurs, les documents devaient être initialement remis des heures plus tôt. Ce texte doit maintenant être traduit dans les différentes langues des négociateurs afin d'être soumis une dernière fois au ministre des 150 pays représentés, censé signer les documents finaux vendredi. Il y a une réduction des 3/4 du nombre de points entre crochets, s'est réjoui Laurent Fabius. Mais dans l'ensemble, l'ambiance n'a pas au beau fixe dans les couloirs de la conférence parisienne sur le climat. Les négociations avancent vraiment lentement, est une phrase entendue plus d'une fois dans la bouche de représentants de la société civile. Sur un certain nombre de points, les 29 pages de ce texte final sont loin de satisfaire les attentes, notamment de pays de voie de développement. Ce texte soumis à Laurent Fabius souligne en effet les intérêts divergents entre les États dits riches soumis à des pressions budgétaires en raison du contexte économique mondial et les pays en voie de développement. Bienvenue à nouveau, cette fois-ci dans le Focus avec Ferdous Hussein. Bonjour Ferdous. Qu'est-ce que tu as préparé Ferdous pour le public? Bonjour Asma, bonjour à tous. Pour commencer, nous allons tout droit à New York pour parler de l'indignation après les propos anti-musulmans de Donald Trump. Aux États-Unis, une centaine de responsables politiques et religieux se sont rassemblés hier à New York pour dénoncer les propos de Donald Trump, le candidat à l'investiture républicaine. A déclaré mardi qu'il fallait interdire l'entrée des musulmans aux États-Unis. L'homme est coutumier des phrases choc, mais là, trop c'est trop, on dit l'unisson de ses représentants politiques et religieux, et d'indiquer qu'un tel individu n'avait pas sa place dans la course à la Maison-Blanche. Il n'y a pas qu'aux États-Unis que ces propos suscitent l'indignation. À Londres, on dénonce aussi des propos anti-musulmans de Trump. Une pétition a été lancée sur le site du Parlement britannique pour appeler à empêcher l'entrée de Donald Trump au Royaume-Uni. En quelques heures, cette pétition a déjà fait 300 000 signateurs. Par ailleurs, en Écosse, le gouvernement local d'Édimbourg a annoncé qu'il retirait à M. Trump le titre d'ambassadeur d'affaires qu'il occupait depuis 2006, estimant que l'homme n'était plus qualifié pour en bénéficier. Peu après, c'est l'université de Robert Gordon d'Aberdeen qui a indiqué qu'elle lui retirait un doctorat honorifique. Le tollé soulevé par ses propos ne semble pas entraver le milliardaire déterminé. L'homme, toujours en lice pour obtenir l'investiture républicaine, mais il n'exclut pas de se représenter comme candidat indépendant. Et restons toujours dans le continent américain, et cette fois en Argentine, les adieux de Cristina Kirchner à la présidence argentine après avoir passé 8 ans à la tête de l'État. Elle a donné un dernier meeting à Buenos Aires hier. La justice a écourté son mandat de quelques heures, ce qui l'empêche d'assister aujourd'hui à l'investiture de son successeur, Mauricio Macri. Et pour finir, nous allons parler économie mondiale, mais cette fois, nous allons parler de la monnaie électrique. Le créateur du Bitcoin, ce serait l'Australien Stephen Wright. Deux médias américains, Gizmodo et Wright, pensent avoir identifié le créateur de la monnaie virtuelle, le Bitcoin, jusqu'ici sous le pseudo de Satoshi Nakamoto. Il s'agirait en fait d'un Australien du nom de Greg Stephen Wright. Il s'agit d'un de ces mystères qui tiennent en haleine le site web depuis des années. Ce qui se cache derrière la figure de Satoshi Nakamoto, le créateur de la monnaie virtuelle, le Bitcoin. Les sites Wright et Gizmodo aboutissent à la même conclusion en termes de deux enquêtes parallèles. Il ne peut s'agir que de Greg Stephen Wright, un Australien surdiplômé de 44 ans. Un début que l'on date au 9 janvier 2009. Depuis, la monnaie virtuelle a fait son petit chemin, son petit bonhomme de chemin. Son stock total existant est estimé à 5 milliards de dollars à ce moment. Au départ, simple curiosité de geek, le Bitcoin a été
adopté pour de multiples usages allant du simple transfert d'argent au trafic de drogue internationale. Il s'est allié au passage une réputation de plus sulfureuse. Pourtant, la véritable identité de Satoshi Nakamoto n'a jamais été révélée. Malgré les tentatives, plusieurs magazines comme le Newsweek ou The News Yorker de percer ce mystère qui vient d'être révélé au grand jour. Merci Ferdouz pour tous ces détails intéressants. Merci à vous de nous avoir suivis.